You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be funny. Sit down. You never say C'est thank pas you. faux. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la superstar du podcast, Marie Telling. Mais c'est toi la superstar du podcast, Anaïs. Arrête. Marie Telling, chantez You Stay. Oh Anaïs, sachez away. Oh, quelle connasse. Désolée, c'était juste pour faire la Ouais, référence. d'accord. Bon, au cas où vous n'auriez pas compris, pour changer un petit peu cette semaine, on va vous parler d'une de nos émissions de télé-réalité préférées et une de mes obsessions personnelles. Elle a démarré plutôt discrètement en 2009 sur la chaîne américaine Logo, spécialisée dans les contenus LGBT, mais aujourd'hui, elle est tout simplement devenue un incontournable de la pop culture. Elle a remporté plusieurs Emmy Awards et nourrit désormais une industrie à plusieurs millions de dollars. Je veux parler bien évidemment de RuPaul's Drag Race, disponible sur Netflix en France. On vous explique comment cette compétition de drag queens, un peu cheap et transgressive, est progressivement devenue un phénomène international et pourquoi elle nous fait autant de bien. Et dans la dernière partie de cet épisode, nous accueillerons Rosy de Palma. L'actrice espagnole est actuellement à l'affiche de la série Little Birds, un récit d'émancipation féminine dans les années 50, disponible sur Starzplay. Elle nous a parlé de son rapport aux séries et du plaisir de travailler avec une équipe presque exclusivement féminine. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Mon pic cette semaine, c'est un podcast qui s'appelle Too Long Didn't Watch, qui est un podcast de Rolling Stone dont tu avais déjà parlé dans un autre pic, mais tu en avais parlé pour parler d'une référence de Jon Hamm, mais cette fois je veux parler du podcast et le recommander à tout le monde. Le principe, c'est Alan Sepinwall, le critique série de Rolling Stone, qui invite à chaque fois une célébrité. Donc il y a eu Jon Hamm, il y a eu Alison Brie, il y a eu Nico Forman qui joue Ron Swanson dans Parks and Rec avec Megan Mullally, sa femme qui jouait dans Will and Grace. Il y a aussi eu Lena Dunham et le principe, c'est qu'en fait, il regarde pour la première fois une série qu'il n'avait jamais vue, une série culte, et il regarde seulement le premier épisode et le dernier. Donc on a Alison Brie qui a découvert Game of Thrones, Lena Dunham qui a découvert Cheers, Megan Mullally et Nico Forman ont découvert Angela 15 ans. C'est des gros classiques américains. C'est très, très fun parce qu'en plus, ça permet de voir un peu l'évolution d'une série du début à la fin, du pilote au final. Et quand on connaît la série, c'est vraiment assez jouissif de les entendre parler parce qu'ils ne connaissent rien et du coup, ils essaient de deviner ce qui va se passer et de comprendre ce qui se passe à la fin. Et en règle générale, les invités sont très, très bons. Donc, c'est un vrai plaisir, aussi bien en tant que fan de série que fan de podcast. Donc, je le recommande chaudement. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Alors mon pic, c'est que apparemment la série Yellowstone va avoir un spin-off. Et alors souvenez-vous, on avait commencé cette saison de PIC TV en vous parlant de cette série totalement absurde qui se passe sur un ranch dans le Montana avec Kevin Costner en acteur principal. C'est une série avec des répliques très bêtes, vaguement misogynes, mais on ne sait pas pourquoi, on a adoré la binger toutes les deux. Et Paramount TV, qui diffuse la série, a récemment annoncé non pas un, mais 2 spin-offs. Le premier s'appellera 6666 et se passera au Texas. Et le deuxième sera en fait un prequel qui s'appellera Y2.1883, donc vraiment 2 titres de merde, hein. Surtout si, comme moi, vous êtes synesthète et que vous confondez tous les chiffres. Et donc ce prequel, il parlera des origines du ranch de Yellowstone. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. On ne sait pas si le spin-off portera sur la vie intérieure des vaches du ranch au Texas, ou si on aura droit à l'origin story de Rip, le cowboy qui déjà s'appelle Rip, donc c'est génial, qui a tout le temps un cure-dent dans la bouche et qui n'enlève jamais son chapeau. Mais dans tous les cas, si c'est aussi ridicule que Yellowstone, moi perso, j'achète tout de suite. Et cette semaine, on va parler d'une autre de tes passions, RuPaul Drag Race, qui est une série de télé-réalité américaine dont on a parlé dans l'introduction et qui est un de tes programmes préférés dans la planète entière. RuPaul Drag Race, c'est une compétition de drag queens qui est présentée par RuPaul, qui est la star, la plus grande star de drag au monde, hein, Ouais. qui a commencé comme une petite émission niche sur Logo aux États-Unis avec un budget microscopique. C'était vraiment les débuts enfin même pas les débuts de la télé-réalité, mais quand on regarde la série à ses débuts, on se rend compte que c'est fait un peu... Ouais, on dirait que ça a été filmé avec un vieux Motorola à clapper, quoi. Enfin, c'est vraiment, on ne distingue même pas le visage des candidates, limite, tellement le filtre est pourri. Et même l'émission fait des blagues, en fait, sur le fait que la saison 1, c'était irregardable, tellement c'était de mauvaise qualité, quoi. Oui, c'était ultra
ultra niche et ultra spécifique à une communauté aux États-Unis et c'est devenu rapidement culte là-dedans. Mais après, ça s'est mainstreamisé où c'est devenu un énorme phénomène de pop culture. Et je dois dire, bon, on a un rapport à cette série parce que toi, tu es une énorme fan et ça fait à peu près 4 ans que tu me tannes pour que je regarde RuPaul, que tu me dis que je vais adorer. On avait voyagé ensemble, on avait fait un road trip en Californie. Tu m'as emmené dans 3 shows de drag où tu me disais, je la connais celle-là, elle était dans RuPaul et moi j'étais là, je ne connais personne, mais c'était assez fun. Et finalement, je m'y suis mise pendant le confinement et j'avoue que ça a un peu sauvé mon confinement, quoi. Ouais, bah franchement, c'est hyper drôle. Alors après, c'est vrai que aller à un spectacle de drag queen, c'est assez différent parce que tu peux leur jeter des dollars et c'est vraiment un spectacle. Alors que Drag Race, donc c'est une compétition de drag queen et ça va faire appel à plein de talents différents. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que beaucoup de gens aiment, c'est qu'il y a à la fois effectivement des références queer, mais il y a aussi plein d'autres choses. Enfin, maintenant, c'est devenu une émission de variété en fait. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'effectivement, la série est devenue un véritable phénomène, c'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus besoin d'appartenir à la communauté LGBT ou de vous intéresser à la scène drag pour aimer Drag Race. Maintenant, en fait, il y a des tournées à guichets fermés partout dans le monde avec les drag queens qui viennent de l'émission. Il y a un show à Las Vegas qui vient d'être créé, un show Drag Race. Il y a un Drag Con qui a aussi été créé il y a quelques années, donc c'est comme le Comic Con, mais pour les drag queens. Et ça génère plusieurs millions de dollars annuellement. Donc c'est vraiment devenu une industrie que rien n'arrête. Et d'ailleurs, comme tu disais, les drag queens ont vraiment commencé à pénétrer un peu le mainstream puisqu'on les retrouve aussi dans plein de films et de séries. Il y a eu Shangela qui était dans A Star is Born. Et puis on voit aussi, elles ont pratiquement toutes les grosses stars, elles ont leur propre chaîne YouTube avec leurs propres émissions à elles ou leur propre podcast. Ouais. Et c'est suivi, elles ont un following culte, quoi. Ouais. On a chacune nos préférés et puis après on regarde. Ouais. Elles sortent aussi toutes maintenant des clips, des chansons. Enfin vraiment, c'est devenu une espèce de monstre de divertissement qui est absolument partout. Et en fait, peut-être que vous vous en rendez pas forcément compte, mais si vous commencez à prêter attention, vous verrez que les candidates de Drag Race et les drag queens sont vraiment désormais partout dans la pop culture. Non seulement elles sont dans la pop culture, mais les références de Drag Race sont aussi dans la pop culture. Les termes de Drag Race, les expressions de Drag Race sont dans la pop culture et sont rentrées aux États-Unis surtout. Il y a énormément de termes qui sont rentrés dans le langage courant, qui sont des termes de RuPaul Drag Race et qui étaient spécifiques à cette communauté. Une des plus connues, je pense, c'est Not Today, Satan de Bianca Del Rio. Not today, Satan. Not today. Maintenant, c'est devenu juste une phrase que tout le monde utilise quand on en a un peu marre ou qu'on veut dire « c'est bon, laissez-moi tranquille aujourd'hui ». Mais en fait, ça vient de Drag Race. Et même quand vous voyez des gens qui disent « Yes, Queen », voilà, ou ce genre de truc. Yes, Queen. Yes, Queen. Yes, Queen. Again, Yes, Queen. Alors, il faut dire que ça vient pas de Drag Race. En fait, ça vient juste de la communauté LGBT et notamment de la scène ballroom, en fait, à New York dans les années 80. Mais en fait, comme Drag Race rend hommage à cette scène-là et s'inspire énormément de la scène ballroom et notamment du documentaire Paris is Burning de Jenny Livingston, en fait, forcément, on va retrouver tout ce vocabulaire qui a été un peu inventé par cette population-là à l'époque et qui maintenant, fait complètement partie du langage courant de plein de gens qui ignorent l'histoire, en fait, de toutes ces phrases-là. Oui, et c'est vraiment Drag Race qui a fait rentrer ça dans une espèce de pop culture beaucoup plus mainstream que ça ne l'était avant. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, Drag Race est un tel phénomène que c'est devenu une franchise internationale. Il y a Drag Race au Canada, il y a Drag Race UK. Et j'ai pas vu Drag Race Canada, mais est-ce qu'elles sont toutes hyper gentilles, en fait? Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à chaque fois très spécifique aux régions. Parce que Drag Race UK, c'est vraiment génial. J'ai commencé à le regarder. Vous pouvez le voir sur la BBC si vous avez un VPN. Je dois peut-être pas dire ça. Mais Drag Race UK, c'est vraiment très très bon et elles ont toutes... c'est des Anglaises, donc elles ont toutes des dents un peu pourries. Et elles ont un humour hyper pointu, quoi. Et c'est très corrosif, en fait. Disons que Drag Race, vraiment, à ses débuts, c'était quelque chose de très transgressif, forcément. Et ça a toujours été une émission qui fait beaucoup de références très sexuelles, qui veut justement mettre sur le devant de la scène une communauté qui a été marginalisée et qui était marginale pendant longtemps. En fait, les enjeux sont devenus tellement énormes dans l'émission, puisque au début, il y avait un petit chèque et maintenant, c'est devenu
100 000 $ que la gagnante gagne à la fin. En fait, chaque semaine, il y a des épreuves différentes. Donc, parfois, ça va être de la comédie, parfois, ça va être créer un costume, parfois, ça va être faire une chorégraphie. Et c'est un peu un mélange de plein de talents différents. Et en fait, elles sont jugées par un panel, mais c'est RuPaul qui a toujours le dernier mot et qui fait combattre les 2 moins bonnes queens de la semaine dans un lip-sync. Donc, elles doivent, je sais pas comment on dit en français lip-sync. Elles doivent faire un playback sur une chanson connue, en fait, où elles dansent en même temps. Ouais, voilà. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit dans les drag shows, souvent, pas tout le temps, mais ça fait partie de ce qu'on voit quand on va voir une drag queen sur scène. On la voit faire du playback sur une chanson et faire un peu des acrobaties ou alors nous donner plein d'émotions. Ou il y en a, c'est incroyable, elles sautent en l'air et elles atterrissent en grand écart, quoi. Et en fait, à la fin, elle en sauve une des 2, celle qui a fait un peu la meilleure performance, et l'autre est éliminée. Et donc, de semaine en semaine, il y a de moins en moins de candidates. Et à la fin, il en reste 3. Et là, elles doivent s'affronter dans une dernière épreuve. Et c'est RuPaul qui nomme la Next Drag Superstar, donc la prochaine... c'est un peu Miss France, en fait. Les compétitions, au niveau du format, c'est quand même une compétition de télé-réalité assez classique. Ouais. Le truc, c'est que RuPaul est complètement arbitraire parfois. Elle est toute puissante, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ouais, voilà. Et donc, parfois, les fans sont un peu vénères à cause des choix et tout. Mais du coup, ce que ça donne, c'est qu'en fait, au fil des années, les enjeux sont devenus tellement élevés, il y a tellement d'argent en jeu, etc., que les drag queens qui viennent dans l'émission ne ressemblent plus du tout à celles qu'on voyait, en fait, dans les premières saisons, qui étaient encore un peu brutes de décoffrage, parfois qui se tapaient sur la gueule en coulisses. Même leur look, c'était vraiment juste... Enfin, c'était des drag queens comme on allait croiser dans un bar, où elles avaient une mini-jupe achetée à Pinky et des talons un peu vulgaires. Et maintenant, en fait, c'est devenu une émission de variété où elles ont des costumes qui ont coûté des milliers de dollars, qu'elles ont fait fabriquer, en fait, par un styliste. C'est de plus en plus rare qu'elles créent leurs propres costumes. Elles ont un talent, enfin, vraiment qui est démesuré, mais aussi parce que, voilà, comme tu dis, elles n'ont pas les mêmes moyens. Du coup, on n'est plus du tout dans cette espèce de petite émission un peu brute de décoffrage du début. Et on voit dans les toutes dernières saisons aussi des jeunes queens qui ont vraiment grandi avec l'émission, du coup, qui ont tous les codes, mais qui sont aussi souvent privilégiées et qui ont des robes magnifiques, des tenues magnifiques. Et c'est vrai que c'est toujours hyper plaisant, mais ça devient peut-être un peu répétitif parfois. Un peu mécanique, en fait. Voilà, exactement, parce qu'on sait ce qui marche pas, alors que quand on regarde Drag Race UK, d'un coup, c'est nouveau. C'est vraiment rafraîchissant, en fait, de voir la partie UK, parce qu'il y a que 2 saisons, la deuxième est en cours de diffusion, donc effectivement, elles ont moins de références, et la culture drag n'est pas du tout la même au Royaume-Uni et aux États-Unis, et donc les types de costumes sont différents, les types de maquillage sont différents, et le type d'humour, effectivement, enfin, c'est un humour que nous, en plus, on aime bien, qui va être un peu plus violent, un peu plus noir aussi, quoi. Ouais, voilà, et un peu plus vulgaire. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans la version UK qui souffle un peu un air nouveau sur la franchise. Attends, il y a quand même une queen qui s'appelle Bag of Chips. Packet Chips, c'est génial. Ouais, Bag of Chips. Bag of chips is stunning, bag of chips is class, bag of chips is sexy, she takes it up the... Et d'ailleurs, RuPaul qui présente aussi la version UK, parce que pour le coup, la version Canada, c'est une ancienne drag queen de Drag Race qui la présente, c'est pas RuPaul. Et par contre, RuPaul au UK, on voit en fait à quel point elle s'éclate. C'est-à-dire qu'on sent que ça lui fait du bien, parce qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau et de moins prévisible. Alors que c'est vrai que Drag Race US, là, on est arrivé sur quelque chose de vraiment très, de moins en moins spontané. Et c'est vrai que regarder les deux, c'est quand même une étude assez impressionnante en termes de contraste. Je me demande s'il va y avoir un Drag Race France. Moi, je sais que j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes et en tout cas, ce serait clairement possible puisqu'il y a une scène drag française qui est vraiment hyper excitante. Donc, moi, je demande que ça. Hein. Franchement, ce serait génial. Je sais que tu demandes que ça, tu serais épuisante. Mais le problème, c'est que, en gros, pourquoi ils ont fait Canada et UK, c'est aussi parce que les gens parlent anglais et qu'ils savent que... Enfin, il y a un Drag Race Thaïlande, par exemple, mais ça s'exporte beaucoup moins bien quand c'est pas une langue aussi omniprésente que l'anglais que tout le monde comprend à travers le monde, quoi. Je suis sûre, ceci dit, que les Américains, mais kifferaient tellement d'avoir un Drag Race français. Mais il y a eu une Française dans... Oui, je me souviens. Ouais, dans une des dernières saisons de Drag Race qui était très cool, d'ailleurs, Nikki Doll. Oui, c'est vrai que c'est devenu tellement mainstream qu'il n'y a pas de raison que ça arrive pas en France un jour. Hein. Ce serait un peu bête. Et pourquoi c'est devenu mainstream ? Déjà, c'est arrivé sur Netflix. c'est toujours la même chose. Hein. Quand ça arrive sur Netflix, en règle générale, ça atteint une audience et un public bien plus large. Donc forcément, ça a eu beaucoup de succès et ça s'est développé grâce à ça. Et puis Netflix l'a diffusé dans d'autres pays aussi. Donc forcément, ça a joué aussi dans le rayonnement de l'émission à l'étranger. Puis je pense que même quelqu'un qui va pas forcément s'intéresser à toute la partie queer, qui est quand même très très puissante dans la série, va quand même y trouver son compte parce que y a vraiment plein d'autres choses à se mettre sous la dent dans l'émission. C'est vrai que ça rassemble plein d'autres émissions de télé-réalité parce qu'elles ont toutes plein de talents en fait. Elles savent faire
Pas toutes, hein, mais il y en a certaines qui savent coudre des tenues incroyables. Donc, t'as un côté fashion qui est... Project Runway, en fait. Ouais, exactement. Il y a du drama, donc ça, c'est génial comme dans toutes les téléréalités. Il y en a qui chantent hyper bien. Il y en a qui sont hyper drôles. Et puis, il y a de l'émotion, il y a des tensions entre elles, il y a toujours des histoires assez émouvantes. Moi, la façon dont je suis rentrée dedans, c'est vraiment, tu m'avais recommandé une saison spécifiquement parce que tu savais qu'il y avait 2 queens dedans que j'aimerais. Et c'est vrai que j'ai adoré ces 2-là. Et du coup, c'est mon affection pour elles. Katia et Trixie Mattel. Qui ont un show maintenant pour Netflix sur la chaîne YouTube de Netflix US. Et qui ont aussi leur propre show sur YouTube qui s'appelle dont tu avais parlé de nombreuses fois. De nombreuses fois. Et elles sont vraiment incroyables. Et on s'attache énormément aux personnages et aux candidates parce que c'est des profils hyper attachants, en fait. Ouais, et pour moi, vraiment, quand on aime l'humour, quand on aime les beaux costumes, la mode, vraiment quand on aime la culture sous toutes ses formes, je vois pas comment on peut ne pas aimer Drag Race, quoi. Et en plus, on parlait de Project Runway. En fait, ce qui est très intelligent dans la manière dont Drag Race s'est construit, c'est que, à la base, c'est une parodie de télé-réalité. Donc, justement, il y a des challenges qui viennent de Project Runway, etc. Et tout est très méta. Et en fait, l'émission ne se prend pas du tout au sérieux. C'est pour ça que, justement, le fait que RuPaul, à la fin, dise de toute façon, c'est moi qui décide, j'en ai rien à foutre de qui est bon, qui est pas bon, bah, c'est encore une fois une manière de faire un pied de nez un peu aux conventions de la télé-réalité. Et en fait, l'émission va faire énormément de parodies d'autres monuments de la pop culture. Par exemple, il va y avoir un challenge inspiré de Grey's Anatomy ou une parodie de Empire, ou alors parfois il y a des comédies musicales qui ont été composées spécialement pour Drag Race, qui vont s'inspirer des plus grandes divas de l'histoire. Ou qui vont parodier Cats récemment je crois dans la version UK, il y a une parodie de Cats. Donc en fait, c'est une série de pop culture qui comprend la pop culture, qui fait des références incessantes à la pop culture et qui crée elle-même ses propres références et qui crée aussi un peu son espèce d'aura méta, puisque en fait, d'une saison à l'autre, l'émission fait des références à ses saisons précédentes. C'est vrai, ce qu'il faut dire, c'est que quand on commence à regarder par une saison un peu tardive, on va louper plein de blagues. Ouais. Et aussi, quand on ne fait pas partie de la communauté queer, je pense qu'on loupe plein de références aussi. Enfin, moi, j'en loupe plein. Mais ça reste hyper divertissant parce qu'il y a tellement de références à la minute. En fait, c'est assez brillant que on comprend toujours et que c'est toujours très drôle, quoi. Et en fait, il y a un tel charisme, à la fois chez les candidates, mais aussi chez RuPaul et les autres membres du jury. Moi, j'adore Michel Visage. Voilà, Michel Visage qui est incroyable et qui remplit très bien son rôle, qui est un peu le bras droit de RuPaul. On a aussi Ross Matthews, on a Carson Kressley, et dans la version UK, on a, comment il s'appelle, le mec génial? Graham Norton, voilà. Que j'adore. Voilà, donc en fait, RuPaul a aussi su très bien s'entourer avec des personnalités qui fonctionnent hyper bien, et il y a une vraie alchimie entre eux, et en fait, leurs références sont assez impressionnantes, c'est-à-dire qu'ils vont tout le temps faire des jeux de mots sur ce qu'ils sont en train de voir sur les costumes, et ils vont tout le temps faire des références à plein de films un peu cultes de la pop culture, comme Whatever Happened to Baby Jane, ou au film de John Waters. Donc en fait, ça célèbre vraiment la pop culture dans toutes ses formes, et même dans ses formes les plus niches. Ça me rappelle un peu Gilmore Girls, en fait, où, enfin, tu vois, moi, je comprenais pas forcément tous les vieux films des années 50 auxquels la série faisait référence, mais tu te sens un peu plus intelligent aussi en regardant, et justement, enfin, là, il y a plein de références dans Drag Race qui vont peut-être vous passer au-dessus de la tête, mais ça marche quand même parce qu'il y a le charisme et l'alchimie de toutes les personnes impliquées, quoi. C'est vrai qu'il y a une super alchimie parmi les juges, surtout entre Michel Visage et RuPaul, qui sont meilleurs amis depuis à peu près 30 ans et qui se connaissent hyper bien, mais ça n'empêche pas en plus de ramener des guest stars chaque semaine qui attirent un public encore plus mainstream. Il y a eu Lady Gaga qui est venue être juge, et toutes les semaines, en fait, il y a quelqu'un de connu qui vient être juge. Il y a eu Anna Tawai qui était hyper contente d'être là, il y a eu Christina Aguilera, il y a vraiment tout un espèce d'ensemble et de casting de super guest stars, et parfois assez surprenantes, mais qui, en règle générale, ils ont toujours l'air d'être hyper heureux de juger Drag Race, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça ramène un public qui juste peut être fan de cette célébrité-là et va se dire, je vais regarder. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément le budget, en fait, de ramener quelqu'un comme Lady Gaga.
Gaga. Mais ce qui est génial, en fait, c'est que malgré l'énorme succès de la série et le fait qu'elle s'est énormément mainstreamisée, pour moi, elle reste quand même très, 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 très queer et subversive. C'est-à-dire que maintenant, c'est une des émissions de télé-réalité les plus populaires, qui a gagné plein d'Emmy, etc. Et qui, en fait, va régulièrement très loin dans les références gays, dans l'humour sexuel transgressif. Par exemple, juste le fait que les queens, en fait, qui gagnent, c'est les tops, et celles qui perdent, c'est les bottoms. Voilà, ça, en fait, c'est une référence à la communauté gay. Tout l'univers de la série est construit sur quand même des références qui sont méga queer. Et pour moi, en fait, même si t'es une petite meuf hétéro qui connaît rien à cette communauté, du coup, tu vas découvrir un peu cette communauté. Et d'ailleurs, on le voit dans la version UK, qui est donc diffusée sur la BBC. Ça fait mourir de rire RuPaul qu'en fait, il fasse des blagues sur les glands qui soient diffusées sur la BBC, quoi. Parce qu'en plus, ils sont avec des drag queens qui font des blagues vraiment assez costauds parfois. Ouais. Et à chaque fois, il dit « Nous sommes sur la BBC ». Donc, on sent que vraiment, il y a une espèce de victoire assez jubilatoire à se dire cette petite émission vraiment hyper niche, maintenant est en train de populariser quelque chose qui a été marginalisé, qui a été tabou et qui a été même puni, en fait, par la loi pendant des années, il y a longtemps. Donc ça a quelque chose d'assez victorieux. Et on a aussi l'occasion, justement, de voir beaucoup de portraits de drag queens qui ont eu des parcours aussi assez douloureux et qui utilisent le drag, justement, pour prendre un peu une revanche sur la vie. Il y a une queen qui s'appelle Latrice Royale, qui était la Miss Congeniality, donc c'est la Miss sympa, en fait. Ouais. C'est le prix de consolation. C'est le prix de consolation pour la queen la plus sympa de la saison. En règle générale, c'est mes préférés qui l'ont, parce que c'est les plus drôles ou les plus... C'est les fan favorites, en fait. C'est ça un peu le prix. Et je suis pas très originale, d'accord. Mais du coup, Latrice Royale, qui était dans la saison 4 et qui après a été dans un All-Star aussi, qui en fait a fait de la prison. En fait, elle fait partie de très 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 nombreuses queens de l'émission qui ont un parcours vraiment compliqué. Déjà, il y en a énormément qui viennent d'un milieu assez pauvre. Il y en a aussi beaucoup qui sont racisés. On voit beaucoup de corpulences différentes. Enfin, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont assez révolutionnaires. Alors certes, la télé-réalité n'a pas forcément les mêmes standards que les séries de fiction, mais c'est quand même assez incroyable de voir justement toutes ces queens qui en fait utilisent le drag pour se sentir belles, alors que justement elles se sont senties laides. Enfin, en tout cas, c'est des hommes pour la plupart. Il y a aussi des femmes trans ou des hommes trans, mais qui se sont sentis mal aimés en fait toute leur vie pour plein de raisons et qui utilisent cet art pour vraiment revendiquer le fait qu'elles peuvent être belles avec n'importe quelle couleur de peau, avec n'importe quelle corpulence, avec des dents pourries, avec pas de cheveux, et il y en a parfois, enfin, de quelqu'un comme Alyssa Edwards. Vraiment, voilà, quand on voit Alyssa Edwards en mec, c'est vraiment quelqu'un, enfin, personne ne se retournerait dessus dans la rue. Enfin, c'est un mec qui a un physique très banal, quoi. Mais par contre, en femme, elle est magnifique. C'est une des plus belles femmes du monde, quoi. Et en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, elles utilisent le drag. Et après, toutes ne cherchent pas forcément à être belles de manière traditionnellement féminine. C'est ça qui est bien. Non, au contraire, parfois, il y a des commentaires. Trixie Mattel, par exemple, enfin, moi, que je trouve belle aussi, mais elle fait un commentaire sur la poupée Barbie et elle exagère complètement tous les traits. Ouais. Pour parler de ça, en fait. Pour montrer que ça fait peur, en fait. C'est-à-dire que si un être humain essaye de ressembler à une Barbie, c'est un peu atroce. Donc oui, en fait, il y a même tout un commentaire sur la beauté et sur les codes de beauté traditionnels aussi. Voilà, sur les standards. Et donc, c'est assez exceptionnel. Et puis, l'émission, du coup, de plus en plus, utilise l'énorme plateforme qu'elle a pour parler de sujets assez sérieux. Quand il y a eu la fusillade du Pulse à Orlando, qui était une boîte gay, où il y a eu de nombreuses victimes, les drag queens en ont parlé dans la saison d'après. Il y en a même une qui devait jouer au Pulse ce soir-là. Donc, l'émission en a profité pour aborder ça et pour aborder la question de l'homophobie. Elle parle de coming out, elle parle de violence homophobe, de mariage gay, d'agression sexuelle. Il y a une queen récemment, Blair Sinclair, qui a pris la parole pour parler d'une agression sexuelle qu'elle avait subie. My first sexual experience, I was raped at a college party. And from that, I've looked to find pretty things. I've tried to turn positive the best I can. Thank you for being so candid with us. We love you, Blair, and we are family, and I'm actually very proud of you for being so vulnerable. Donc il y a vraiment en fait des sujets assez sombres qui sont évoqués, mais toujours avec beaucoup de cœur, beaucoup de bienveillance et aussi parfois beaucoup d'humour. Donc c'est vraiment, enfin on pleure beaucoup, on rit beaucoup, mais c'est toujours fait de manière assez intelligente par la série. Évidemment, c'est pas totalement spontané, c'est produit aussi, mais ça fonctionne bien. Oui, et puis les queens viennent de tellement de milieux différents et de tellement d'univers différents que c'est très très riche au niveau des expériences aussi. On n'entend jamais deux fois la même histoire.
Et par exemple, Trixie Mattel, sa mère est amérindienne et il a parlé de son enfance aussi dans une communauté amérindienne aux États-Unis. Là, il y a un candidat dans le Drag Race UK qui venait d'un milieu des gens du voyage et qui a parlé de l'homophobie dans le milieu des gens du voyage. Et il y a beaucoup de communautés qui sont représentées et d'expériences qui sont représentées dans la série. Oui, en fait, ce qui est marrant, c'est que RuPaul essaye de plus en plus de se transformer un peu en une nouvelle Oprah Winfrey parce que il a vraiment compris ce qui fonctionne aussi dans l'émission et donc maintenant on sent qu'il va de plus en plus appuyer sur ces moments d'émotion pour créer un fort moment de télévision. Mais en même temps, ça fait pas trop manipulateur, même si c'est de plus en plus produit. Il y avait un moment qui avait été particulièrement fort. À l'époque, c'était dans la saison 5, donc l'émission n'était pas du tout encore au stade de popularité où elle est aujourd'hui. Et c'est une queen qui s'appelle Roxy Andrews, qui en plus était assez détestable pendant toute l'émission, qui était très méchante avec tout le monde, qui était un peu montée comme la méchante de la saison. Après, bon, c'est du montage, on sait pas vraiment. Et en fait, il y a ce moment assez incroyable où elle est sur scène, elle est sur le point peut-être d'être éliminée. Elle vient de faire donc le lip sync, le playback. Et juste à ce moment-là, en fait, elle se met juste à craquer complètement. What's going on? I just feel like my mom never wanted me, and my mother left my sister and myself at a bus stop when I was 3. And I remember it like it was yesterday, and like I come off as this strong character. I try to stay so strong, but it was so weak at the same time. We love you. And you are so welcome here. You know, we as gay people, we get to choose our family. You know, we get to choose the people that we're around. You know what I'm saying? I am your family. We are a family here. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'elle se met à pleurer, elle peut plus s'arrêter, enfin on sent vraiment qu'elle est complètement submergée par les émotions, en plein tournage. RuPaul lui dit qu'est-ce qui se passe, et en fait elle lui dit en pleurant, on voit jamais ça en fait à la télé, enfin c'est hyper brut. Il dit que sa mère l'a abandonné à un arrêt de bus quand il était petit, et que du coup, toutes ses expériences depuis lui donnent toujours l'impression de ne pas être voulu, de ne pas être aimé. Et donc là, en fait, il se passe quelque chose de très très rare qui maintenant se reproduit plus trop, ou quand ça se produit, ça fait un peu manufacturé. Mais RuPaul, en fait, se met à un peu pleurer aussi, enfin en tout cas à avoir la voix qui tremble et à lui dire, écoute, l'avantage de la communauté queer, c'est qu'on est une famille. Entre personnes gays, on se soutient, et donc moi, je t'aime, moi, je suis ta famille. Et donc tout le monde pleure, Michel Visage pleure, les drag queens derrière pleurent. Et c'est vraiment un moment assez puissant. Ça montre aussi l'intelligence de RuPaul, en fait, qui a juste senti qu'il y avait quelque chose aussi à tirer de ce moment-là. Mais ça fonctionne sur les deux tableaux, c'est-à-dire que c'est un très beau moment de télé, mais c'est aussi un moment d'émotion très sincère. Et pour moi, c'est une représentation parfaite de ce qui fait que Drag Race fonctionne. Oui, et puis il faut dire que ce moment va être réutilisé des années plus tard dans une saison de All Star, parce que parfois elles reviennent aussi. C'est ça qui est génial, parce qu'on en a des préférés qui reviennent pour... Comme Koh-Lanta, l'édition célébrité. Ouais, voilà, exactement. Il y a un moment où les queens doivent se moquer les unes des autres, et il y en a une qui se moque de Roxy Andrews en faisant une blague sur un arrêt de bus, et c'est hyper drôle quand elle le fait. Et ça montre aussi que l'humour noir a vraiment sa place dans l'émission, et que l'émission aussi fait référence à elle-même constamment à travers l'humour, et met en avant des queens qui sont parfois pas les plus glamour ou les plus belles, mais qui sont hyper drôles et très brillantes, comme notre préférée Katia, qui en plus est belle et glamour. Tout à fait, c'est la plus belle femme du monde, littéralement. Et elle sait faire des grands écarts. My name is Ekaterina Petrovna Zamolchkova, but you can call me Katia. Oui, et d'ailleurs, ce challenge où il faut se moquer les unes des autres, ça aussi, c'est quelque chose qui est inspiré par Paris is Burning. C'est pour illustrer l'art du reading, donc de se moquer entre personnes queer. Il faut dire quand même que l'émission n'est pas sans polémique. Bon, on en a déjà parlé un petit peu. Il y a ce côté roux qui est de plus en plus robotique, en fait, où on sent qu'il y a vraiment... Maintenant que c'est devenu un empire, en fait, les gens vont un peu plus douter de sa sincérité et de ses intentions en tant que host de l'émission. Et puis, il faut aussi dire qu'il y a de plus en plus de queens qui sont cyberharcelées parce qu'il y a tellement de fans. Alors, ça a toujours été le cas, mais c'est de plus en plus le cas. Il y a énormément de fans qui vont s'en prendre à certaines drag queens, notamment celles qui ont le montage un peu de la méchante de la saison, ou quand ils pensent qu'il y a une drag queen qui a été méchante avec leur drag queen préférée. Et donc c'est vraiment devenu, et là encore une fois l'émission est très maligne puisqu'elle a fait un challenge sur les réseaux sociaux dans sa dernière saison pour parler de ce problème-là, mais c'est un vrai problème, et donc il y a un fandom vraiment toxique qui s'est constitué autour de Drag Race. Et ce qu'il faut dire, c'est que le plus souvent les queens qui sont ciblées par ces attaques sont des queens racisées. Un des problèmes de l'émission, c'est qu'au final il y a une vraie scission souvent entre les drag queens
queens blanches et les autres. Et c'est quand même une émission où il y a énormément de candidates racisées et de candidates noires. Mais effectivement, c'est pas toujours les préférés du public. Il y en a beaucoup qui vont se faire cyberharceler. Et puis souvent, il va y avoir des commentaires un peu sur leur art. Sur le fait que, par exemple, les drag queens noires, en fait, quand elles font du drag, c'est plus... c'est une sorte de hobby un peu système D, alors que, par contre, quand une queen blanche le fait, là, c'est de l'art. Et il y a vraiment cette opposition qui revient souvent. On dit parfois encore que les drag queens noires sont crafty, donc vraiment qu'en fait, elles font du collage pour faire fonctionner un peu leur tenue, ce qui est assez condescendant et qu'on entend beaucoup moins quand c'est une candidate blanche. Et puis après, parfois, ça reflète une réalité, parce qu'il y en a qui viennent de milieux très pauvres et qui, justement, ont appris à se créer des tenues incroyables avec des sacs poubelles, mais c'est pas toujours le cas et il y a une manière parfois de dénigrer un peu le niveau de talent et le niveau de savoir-faire qui est requis par toutes les queens et pas seulement celles qui ont les moyens et qui sont blanches, quoi. Oui, au contraire. Enfin, je pense que celles qui peuvent faire une robe avec rien sont beaucoup plus talentueuses. Oui, que celles qui payent un styliste pour Exactement. leur faire une tenue magnifique. Il faut aussi dire qu'il y a eu l'émission a une relation assez compliquée avec la communauté trans, surtout Ru. Ouais, RuPaul a fait des commentaires assez désobligeants il y a quelques temps sur la communauté trans, puisque c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de femmes trans dans l'émission, alors que le drag, on en a parlé dans Paris is Burning, en fait, c'est souvent des personnes trans qui ont initié l'art du ballroom, etc. Et RuPaul avait dit que pour elle, inviter une femme trans dans l'émission, ce serait comme faire venir quelqu'un de dopé aux Jeux Olympiques, ce qui était hyper insultant. Bon, ensuite, depuis l'émission, a essayé un peu de se racheter en faisant venir des queens trans, et ça marche plus ou moins bien. Là, dans la dernière saison, il y a le premier mec trans de l'émission, qui est une drag queen qui s'appelle Gottmik. Donc, on espère que l'émission a un peu compris que c'était aussi dans son intérêt de s'ouvrir un peu plus, parce que ça a démarré vraiment comme une émission pour les mecs gays qui aiment se travestir, alors qu'en fait, ça peut s'étendre à vraiment tout le reste de la communauté, et qu'en fait, des drag queens très talentueuses, il y en a qui sont pas des mecs gays, en fait. Il y a eu plusieurs candidates qui ont fait leur coming out trans après l'émission. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, surtout dans les premières saisons, on en voit pas mal qui même font des commentaires assez transphobes parfois, et on sent que c'est un peu une transphobie intériorisée, et qui, une fois l'émission finie, ont ensuite fait leur coming out de femmes trans. Et il y en a une seule qui en avait parlé pendant le tournage de l'émission, c'est Peppermint, qui depuis a une carrière assez remarquable, qui a été dans sa propre comédie musicale à Broadway, etc. Mais c'est vrai que ça reste encore assez marginal dans l'histoire de la série, alors que pour le coup, dans l'histoire du drag, c'est pas du tout marginal, en fait. C'est ça qui est un peu critiqué, en fait, souvent, c'est que Ru a encore une relation un peu compliquée avec ça, alors que en célébrant toute la culture drag et toute la culture ball, il faudrait aussi célébrer beaucoup plus la communauté trans. Pour finir cette émission, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'actrice légendaire Rosy de Palma à propos de sa nouvelle série Little Birds, disponible sur Stars Play. C'est une adaptation très onirique des nouvelles érotiques d'Anaïs Nin. Ça se passe à Tanger dans les années 50, juste avant l'indépendance du Maroc. Et c'est un récit d'émancipation féminine, d'émancipation sexuelle, mais aussi politique. Moi, j'ai beaucoup aimé la série, je vous la recommande. Dans la série, Rosy de Palma joue la comtesse Mandrax, qui est un personnage à la fois très drôle, parce que c'est Rosy de Palma, mais aussi assez sombre, cruelle et manipulatrice, qui utilise les hommes comme des objets. La majorité de votre carrière s'est construite au cinéma. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de tourner dans une série? Pour moi, cette série, c'est comme si j'aurais tourné un film, en fait. Parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement beau à regarder que finalement, tu te sens comme si tu as fait un beau film, quoi. Alors, la série a été créée par une femme, elle est réalisée et écrite par des femmes. Ouais. C'est quelque chose que vous avez ressenti sur le tournage, le fait d'être entouré de femmes, ça a changé quelque chose à votre expérience? C'est vrai que le fait déjà de que ce soit sur des petites histoires d'Anaïs Nin, plus productrice femme, écrivain femme, productrice femme, réalisatrice femme, franchement, le regard change. Et je crois que nous, on a notre sensibilité à nous, spéciale, et notre façon aussi subtile, c'est normal. Un homme peut raconter des choses d'homme, et nous, on n'est pas un homme pour le raconter en première personne, mais nous, comme femmes, on raconte une vision de femme. Alors, je crois que c'est une des premières choses qui m'a attiré beaucoup de projets, savoir que le regard était dès le début à la fin féminin. Votre personnage est compliqué parce que il pourrait être antipathique, mais en même temps, vous le rendez sympathique. Les méchantes et manipulatrices. Ouais. Comment vous avez fait pour jouer un peu cette contradiction où c'est un personnage féminin, c'est une prédatrice en fait, et en même temps, vous la rendez intéressante, vous la rendez pas détestable? Oh, je la rends intéressante parce qu'elle est bien habillée. Elle est très méchante, la comtesse, mais elle a un bon placard. C'est là que j'ai trouvé
mon bonheur, mais elle n'a pas la morale, elle est capable de trahir les gens et de mentir. Vous pensez que c'est rare encore d'avoir des personnages féminins comme ça à la télé? Non, c'est pas rare. Je crois qu'il y en a. Hein. Il y a des femmes comme ça aussi. Il y a des femmes qui font de l'abus de pouvoir et tout ça. C'est bien faire les portraits d'elles et les montrer comme ça. Et j'espère que la comtesse Mantras l'attendra après un bon karma. Mais bon, elle avait un bon placard, on la pardonne pour ça. Mais j'aime beaucoup. C'était très intéressant aussi l'époque historique. Tout ce que, tu vois, comme les moments que la comtesse parle de la politique, comme elle voit les choses, parce que comme elle en profite, tout ça, c'est très intéressant aussi pour comprendre le personnage et comprendre l'histoire. Ils étaient là et ils se croyaient les rois du monde, quoi. Vous vous êtes senti en confiance dans le tournage, notamment vous avez une scène de sexe qui est un tout petit peu graphique. Vous êtes senti en confiance avec justement cette équipe féminine? On était féminine et avec les garçons qui étaient là et mon partenaire comédien, on était tous... Tout était très décontracté déjà. On était tous dans le même hôtel. On était comme une famille. On avait plaisir de travailler les uns avec les autres. Franchement, on s'est régalé avec ce tournage. Et j'espère qu'on va faire une deuxième partie. Ça serait bien. Comme ça, on va tous à la plage encore. Mais en tout cas, la série est super et vous êtes super dedans. Donc, bravo. Ça me fait plaisir que tu as aimé. Et ça veut dire que les personnages les réussissent. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous tous et vous toutes de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Salut!